Bonjour tout le monde, je m'appelle Natacha Pépin-Dany d'Éco-Gaia, une entreprise qui est spécialisée en agriculture urbaine, aménagement comestible et également de plantes médicinales. On intègre également, on aide les gens plutôt à intégrer des serres également dans leurs projets, des serres qui sont éco-énergétiques. Je donne plusieurs conférences annuellement, formations. J'accompagne différentes organisations, que ce soit en entreprise, ça peut être également aussi des institutions, également des particuliers me contactent pour leurs projets. Donc là, aujourd'hui, je veux vous parler des serres, d'efficacité énergétique et puis de l'agriculture durable. Ça va passer assez vite, là. Ça va être comme plus un survol, mais quand même, je pense que ça peut être intéressant de l'aborder. Là, je le fais aujourd'hui à titre de formatrice pour le semoir. Donc, le semoir qui est une initiative d'Arbre Évolution, qui est une coopérative de solidarité en reboisement social. Et le semoir propose des ateliers aux jeunes pour les intéresser à l'environnement, le climat, l'écologie, mais aussi l'éco-citoyenneté. Donc voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Donc, pourquoi l'agriculture durable et locale? Qu'est-ce qu'elle est intéressant par rapport à ça? Il y a beaucoup de choses à dire. Disons que l'acte de se nourrir, c'est pas banal. On se nourrit de manière générale au moins 3 fois par jour. Puis c'est ça, en fait, on a tous à penser un peu à la façon qu'on va s'alimenter. Est-ce qu'on va acheter des produits qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'on va acheter des produits locaux? De plus en plus, on va mettre l'emphase sur tout ce qui est production locale. Puis il y a eu grand intérêt pour ça, là, entre autres dans les dernières années, mais surtout aussi avec l'arrivée du COVID. Donc, on se rend compte qu'il y a comment je peux dire, différents avantages à se procurer des aliments qui sont produits localement. C'est sûr qu'il y a des avantages au niveau social, mais aussi économique, puis environnemental, entre autres. Donc, juste au niveau social, on peut penser à, par exemple, tisser des liens avec les producteurs locaux, avec les consommateurs. Beaucoup d'activités sont faites, sont ouvertes à la communauté autour de l'agrotourisme. Donc ça, je pense que d'avoir eu l'occasion d'avoir accès à de l'agrotourisme, ça l'a aidé beaucoup. À un moment où on cherchait à faire des activités à l'extérieur pendant le COVID. Quand on parle d'agriculture, ben, on peut parler d'agriculture urbaine, beaucoup de choses qui se passent autour de ça. On a des jardins collectifs, par exemple, ou communautaires, puis les gens se rencontrent à travers ces projets-là. On tisse des liens, on échange de l'information, des connaissances, donc c'est super intéressant. Donc il y a vraiment différents avantages au niveau social. Sinon, c'est sûr que on pense aussi au niveau économique, donc c'est sûr que de produire localement, mais ça crée de l'emploi. On encourage l'économie d'ici. Puis les emplois, c'est quand même assez diversifié. On parle de gens, par exemple, qui sont des producteurs agricoles, on parle de main-d'œuvre, on parle également aussi, ça peut être des agronomes, des ingénieurs, des différents corps de métier qui travaillent dans le domaine agricole en particulier. On encourage aussi les gens qui sont des semenciers, qui produisent des semences locales, souvent biologiques. On a aussi différents commerçants qui produisent là, différentes choses localement, en fait, qui peuvent nous servir pour l'agriculture urbaine, pour l'agriculture également plus conventionnelle aussi. Donc, c'est intéressant d'encourager nos distributeurs puis les commerçants d'ici. Puis, on a aussi un bon savoir-faire au niveau de l'agriculture. Je pense sur les petites surfaces, je pense, exemple, à Jean-Martin Fortier et autres, qui vient de chez nous. Puis, ces formations sont suivies à travers le monde. Puis, je veux dire, on a vraiment quelque chose d'intéressant à développer au Québec au niveau de l'agriculture locale. Puis, de plus en plus, on voit des approches pour faire de l'agriculture, même en hiver. Donc, il y a différentes formations à cet effet-là. Jean-Martin et puis sa collègue Catherine ont rédigé un livre à cet effet-là, un livre qui est sorti récemment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement. Là. Je pense que l'agriculture a quand même le vent dans les voiles. Puis, il y a des incitatifs aussi au niveau gouvernemental à produire localement. Ceci étant dit, ça reste que l'agriculture, ici, quand même, comment je peux dire, il y a des enjeux, on a des hivers qui sont froids, qui sont quand même rigoureux. Donc, c'est sûr que de faire de la production à l'année, à l'extérieur, c'est pas évident. On va se tourner vers la production en serre. Puis la production en serre, ben, il y a d'autres enjeux en lien avec ça.
je me suis beaucoup penchée sur la question pendant ma maîtrise en sciences d'environnement. Donc, c'est sûr que les serres, ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a un impact environnemental à ça. Les serres qui vont produire, par exemple, l'hiver, ben, ont besoin d'être chauffées, ont besoin d'être éclairées. Il faut qu'il y ait un éclairage de synthèse. On a besoin aussi de ventiler les espaces. Il y a différents appareils électriques dont on va se servir. Puis, il y a une demande énergétique quand même importante. Donc, des fois, ben, on a pu se poser la question à savoir ben, c'est quoi l'analyse de cycle de vie justement d'un produit. Est-ce que ça vaut pas plus la peine de le faire venir de l'extérieur? Mais là, faire venir de l'extérieur, ça veut dire qu'on ne les produit pas ici. On les fait venir sur des longues distances, que ce soit Mexique, Californie. Puis c'est sûr qu'il y a un impact environnemental à tout ça. On ne diminue pas les gaz à effet de serre nécessairement. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en faisant de la culture à l'année. Est-ce qu'on ne peut pas changer nos pratiques, les améliorer? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les serres, les systèmes, dans le fond, qui permettent à la serre de recréer un environnement propice, justement, pour la culture de différents types de plantes, dont des plantes exigeantes. Donc, on a beaucoup à travailler sur tout ça, puis ça demande à avoir des équipes multidisciplinaires, puis travailler en lien avec les producteurs dans les serres. Mais c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. C'est un monde qui est en constante évolution. Il y a différentes approches de plus en plus qui sont mises de l'avant. On peut penser à l'hydroponie, l'aquaponie, l'aéroponie. Donc, moi, je me suis permis d'aller visiter la serre à l'ITAC. Donc, l'Institut technologique d'agroalimentaire du Québec. Et puis, c'est ça, j'ai pu voir justement, eux, comment ça se passe à l'intérieur avec leurs différents types de production. Je trouvais ça super intéressant. Je vois que c'est quand même dans un contexte de serre classique, mais ils sont en train quand même de vouloir innover. Ils ont ajouté, en fait, ils sont beaucoup en hydroponie. Ça sert de lampes haute pression sodium, mais également aussi de lampes d'aile. Donc, ils voient tranquillement à améliorer la consommation d'énergie, donc à la diminuer dans la serre, revoir les revêtements également aussi, voir à se tourner vers, dans le fond, de la biénergie, donc deux sources d'énergie. Donc, intégrer éventuellement l'électricité, parce que pour l'instant, ils sont gaz naturel. Gaz naturel qui est quand même accessible, qui n'est pas trop dispendieux. Donc, c'est ça. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur impact environnemental. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme, si on veut, étude de cas. C'est sûr qu'il y a d'autres projets aussi qui existent. On peut penser à des projets, là, par exemple, de serre solaire passive où justement l'accent est mis pour prévenir les pertes thermiques. Donc, on revoit le revêtement du bâtiment de manière à ce qu'il y ait moins de pertes de chaleur possible. Donc, il y a vraiment différentes approches super intéressantes. Donc, voilà. Ce que je vous dirais qui peut être intéressant, c'est vraiment si vous voulez avoir un impact au niveau de votre alimentation, mais ça peut être justement de voir d'où viennent les produits, de quelle façon ils sont produits. Si vous faites vos propres projets, ben c'est sûr que c'est intéressant de voir, à encourager les semenciers locaux, à encourager les distributeurs locaux, à voir c'est quoi les formations qu'il y a autour de vous. Puis de penser aussi peut-être avec une approche en économie circulaire, dans le sens où vous pouvez récupérer peut-être les déchets de certaines industries pour en faire finalement vos richesses à vous. Donc on peut travailler avec la récupération, récupérer des barils bleus par exemple, qu'on remplit d'eau pour faire des masses thermiques dans une serre solaire passive. On va voir un peu tout ça tantôt, c'est quoi une serre solaire passive. On va commencer par voir une serre un peu plus justement standard, mais qui tend à, comment je peux dire, à s'améliorer. Donc, c'est sûr que quand on regarde un portrait d'une serre, ce qu'on va regarder habituellement, on va regarder, on parle juste de la serre en elle-même et non sa vocation ou le type de culture qu'elle va faire. On va regarder par exemple le revêtement. Est-ce que c'est un revêtement en polyéthylène doublé? Est-ce que c'est du polycarbonate? Est-ce que c'est du verre? Est-ce que c'est de l'ETFE? Donc, il y a différents types de matériel qui sont existants. Puis, c'est sûr que chacun a leurs avantages. Ça peut être de laisser davantage rentrer la lumière du soleil. Ça peut être également aussi
d'avoir moins de pertes thermiques. C'est aussi une question parfois économique ou en lien avec quand même l'entretien. Donc ça, c'est sûr que ça peut jouer quand même beaucoup. Ça peut être aussi avec certaines réglementations. Je connais certains endroits où ils ont préféré se tourner davantage vers du polycarbonate, par exemple, parce que c'est un matériel qui est moins porté à se briser facilement. Pense, par exemple, dans une cour d'école, l'impact des ballons ou, bon, en fait, peu importe qu'est-ce qui peut se passer, mais ça peut être intéressant d'avoir un matériel qui est un peu plus résistant. Polyéthylène, ben, il y a d'autres endroits où je connais une place en fait que le matériel a été vandalisé, là, tailladé, puis il y a eu des vols de lampes, des hautes pressions sodium, donc ça devenait intéressant pour eux de changer de système d'éclairage, d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu moins coûteux, ou sinon de juste tout simplement changer de revêtement. Donc il peut y avoir différentes raisons pour qu'on choisisse un revêtement par rapport à un autre. On a également aussi les structures qui peuvent être différentes. Certaines salles, ça va être des structures en bois, d'autres, c'est plus structures métalliques. On a aussi différents systèmes de chauffage. Certains, ça va être avec gaz naturel, par exemple, parce que c'est accessible, parce que ça ne coûte pas très cher. De plus en plus, les producteurs sont encouragés à se tourner vers l'électricité en ayant des tarifs préférentiels. On a également aussi différents endroits, par exemple la Sarre que je parlais, où ils ont préféré retirer les hautes pressions sodium et se sont tournés vers poêle aux granules, qui est super intéressant. Les granules sont comme si on veut, un déchet qui a été recyclé, puis le copeaux de bois, on en a fait des granules, donc ça chauffe très bien, puis ça répond beaucoup à leurs besoins en termes de chauffage. Et puis ce qui est intéressant, c'est que leurs coûts de chauffage ont beaucoup diminué. Puis ils ont une belle autonomie là, au niveau du chauffage. Donc ça peut être différents systèmes qui sont installés dans les différents types de serres. Il y a différents types de cultures aussi qui sont plus exigeantes, d'autres qui sont moins. Donc, c'est sûr si on va se tourner vers des cultures plus demandantes, par exemple poivrons, tomates, aubergines, ben, il faut s'attendre à avoir des systèmes de chauffage quand même assez importants, puis qui vont être dimensionnés de façon à justement chauffer amplement l'endroit pour éviter peut-être les pertes des plants là, partant trop froid. Sinon, c'est ça, il y a des espaces qui sont un peu moins chauffés, ça va être des cultures qui sont moins exigeantes, puis il y a même des tunnels qui ne sont pas chauffés, par exemple à l'Itac, où on va justement mettre des cultures comme les choux et autres qui ne demandent pas beaucoup de chaleur. Donc, on va mettre des cultures qui sont peu exigeantes en chauffage. Il y a des périodes de production aussi qui vont être à considérer dans ces serres-là. Souvent, ben, les gens vont déterminer les systèmes ou les revêtements ou autres en fonction justement de leur réalité, c'est quoi leur projet. Des fois, les serres se veulent plus éducatives. On va montrer c'est quoi une serre éco-énergétique. J'avais été visiter un projet en Ontario, la serre Karine. C'est plus l'emphase mise sur l'efficacité énergétique, les matériaux sains, puis les différents systèmes. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'emphase a été mise. On va trouver également différentes serres éducatives au Québec. Je pense aux serres du Sierre à Richelieu, avec énergie renouvelable également. En ce moment, je suis dans les serres de l'ITAQ. Et puis, en fait, aujourd'hui, on est dans leur espace de serre, un espace de serre qui est chauffé grâce au gaz naturel, en fait. Éventuellement, ils pensent peut-être se tourner un peu plus vers un système biénergie. Donc, on parle d'électricité avec le gaz naturel. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont différents types d'approches. Donc, approche un peu plus moderne là, avec l'hydroponie, également différents types d'éclairage. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Ils ont différents types de cultures, des cultures qui sont souvent un peu plus exigeantes en énergie, en chauffage. Donc, on parle par exemple les poivrons, les tomates, les aubergines, les concombres. Donc, c'est intéressant. Certaines cultures sont à l'année, comme par exemple les tomates, les aubergines. On a les concombres qui vont être semés, en fait, à partir du temps des fêtes. Donc, ils ont déjà quand même poussé.
Donc, si on regarde derrière moi, c'est culture des poivrons. Donc, on optimise vraiment l'espace en hauteur pour pouvoir faire les cultures. Donc, on gagne de l'espace. Donc, on peut avoir un rendement qui est quand même intéressant. Donc, il y a une section des serres à l'ITAC qui est destinée à la production de laitue en hydroponie. Donc, ils ont des bassines, une bassine en fait dans laquelle ils vont faire pousser les laitues. Donc, ils vont commencer par des semis. Puis, éventuellement, ces semis-là vont devenir plus gros, vont devenir des plantules. Et puis, les plantules vont être déposées sur des plaques flottantes dans l'eau. Et puis, progressivement, à force de croître, les plaques vont être déplacées dans une rotation sur l'eau de la bassine pour être destinées à la récolte et puis à l'entreposage. Donc, je leur ai posé la question à savoir combien de temps ça prend pour le processus au complet. On m'a parlé d'une 60aine de jours au total. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, la laitue en serre est quand même là, un des légumes qui est le plus produit, là, si on veut, en serre. Donc, c'est intéressant de voir comment différents types de légumes peuvent cohabiter dans les serres. Mais je dirais qu'à l'ITAC, la plupart des légumes qui poussent dans les serres sont dans les variétés les plus populaires, là, dans ce qu'on va retrouver en termes de superficie de culture au Québec. Donc, on voit typiquement, dans le fond, le système de chauffage à air pulsé dans la serre, une serre quand même standard en polycarbonate avec polyéthylène, avec justement les ventilateurs, donc qui va permettre de faire circuler l'air chaud. Ce qui est intéressant, c'est que le polycarbonate, lui, va durer pendant plusieurs années. Donc, le polycarbonate, c'est le matériel ici comme ça, qui compose les fenêtres. Et si on regarde un petit peu plus au niveau du plafond, on va voir c'est un petit peu plus... en fait, c'est du polyéthylène. Polyéthylène généralement doublé, qui doit être changé aux 4 à 5 ans. Donc, c'est sûr que comparativement à d'autres matériaux, c'est peut-être un petit peu moins durable, mais c'est quand même intéressant comme type de matériel. C'est juste qu'il faut penser qu'avec les rayons UV, ça peut finir par s'abîmer. Donc, c'est sûr qu'un entretien régulier, c'est quand même important. Donc là, ils sont dus pour le changer justement. Mais le polycarbonate, lui, qui compose les fenestrations des murs, est un matériel qui dure plus longtemps. On a différents types d'épaisseurs. Donc c'est sûr qu'on parle d'efficacité énergétique d'une serre, on va regarder vraiment, dans le fond, les types de matériaux qui sont utilisés. On va regarder l'état des matériaux. On va regarder aussi les systèmes de chauffage, est-ce qu'ils sont bien optimisés, les éclairages aussi. Donc, on voit les éclairages en haut, c'est les éclairages haute pression sodium qui consomment davantage d'énergie que par rapport au DEL, par exemple. Puis, on a des semis qui sont partis dans des plateaux multicellules. Éventuellement, ces plantes-là vont devenir beaucoup plus grosses, donc ça va être important de voir à les changer de contenant, donc à les repiquer, c'est ça, à les rempoter. Donc, éventuellement, les autres espaces libres vont pouvoir servir à loger justement les plantes. Donc, c'est important, du moins dans mes considérations à moi, de voir avoir des sélections de plantes, de végétaux qui vont avoir un bon rendement, de s'assurer d'avoir une bonne planification parce qu'on veut justifier cette consommation d'énergie-là. Les plants vont grandir. On a les tables ici comme ça qu'on peut rouler, dérouler. Ce qui est intéressant avec ces tables-là, c'est que ça permet d'en avoir beaucoup dans des espaces plus restreints, puis de ne pas avoir plein d'air de circulation entre les différentes tables. Donc, c'est vraiment intéressant pour gagner de l'espace, donc pour optimiser l'espace. C'est vraiment des tables qui sont très, très chouettes. Donc, on a vu une des sections de la serre qui est en fait avec un éclairage haute pression sodium, mais maintenant, on va regarder plutôt finalement l'autre portion de la serre qui est avec un éclairage DEL. Donc, l'éclairage DEL consomme beaucoup moins d'énergie, peut fonctionner justement aux besoins en fonction justement d'une compréhension là, de l'éclairage qui est naturel. Des fois, il y a des journées qui sont un petit peu plus, comment je pourrais dire,
ensoleillées que d'autres. Parfois, on a les nuages qui viennent justement assombrir le ciel. Donc, c'est sûr que en fonction de la luminosité, notre éclairage d'elle va quand même venir s'adapter. Ce qui peut être intéressant aussi pour les serres qui sont déjà quand même existantes, c'est de voir c'est quoi l'état de la serre. On peut faire un audit énergétique. Donc, on va vérifier les différents revêtements, l'état des revêtements, les fenêtres, les portes. On va voir s'il n'y a pas des entrées de froid qu'on peut régler. Ça peut être pour les portes, par exemple, en ajoutant des seuils de portes métalliques, des balais de portes, des coupes-froids. Ça peut être aussi avec les fenestrations d'ajouter un calfeutrant ou de changer les fenêtres, par exemple. Polyéthylène, on verrait peut-être à le changer aux 4-5 ans. Donc, on va regarder tout ce qui est le revêtement. On peut regarder aussi les fondations de la serre, le plancher. Est-ce qu'il y a des cracks? Est-ce qu'on voit des fissures? Donc, est-ce qu'il y a moyen de réparer ça? On va regarder aussi l'état des toiles thermiques. On va regarder également aussi l'état des ombrières. Juste rappeler, les toiles, c'est vraiment pour emmagasiner la chaleur à l'intérieur, pour prévenir les pertes thermiques par les fenestrations. On a les ombrières qui, elles, aident à, comment je pourrais dire, dans le fond, diminuer la chaleur qui est trop importante dans la serre. Donc, on veut protéger les plants. Donc, ça va permettre d'éviter d'avoir peut-être une demande trop importante en lien avec la consommation d'énergie pour rafraîchir la serre. On a également aussi les appareils électriques qu'on va vouloir vérifier. Ça peut être les éclairages. On va voir, bon, est-ce que les éclairages sont adéquats? Est-ce que peut-être on ne peut pas les changer pour mettre des lampes plus éco-énergétiques? Aussi, on va regarder peut-être à mettre des réflecteurs pour concentrer les rayons sur les plants. Ça peut être également aussi de voir est-ce qu'il y a des appareils qui consomment de l'énergie, puis on ne souhaite pas nécessairement savoir. Ça peut être des prises fantômes, donc ça peut être bon de mettre ça peut être des charges fantômes qu'on appelle, donc ça peut être intéressant d'avoir des interrupteurs sur les rallonges. Donc, si on n'a pas à se servir de certains appareils, on ferme les interrupteurs. Ça peut être également aussi, si on a des lavabos et on a besoin de se servir de l'eau chaude, peut-être qu'on peut voir l'état des aérateurs de robinet. Donc, les aérateurs de robinet permettent au jet d'eau d'être mélangé avec de l'air et puis on a une consommation d'eau chaude moins importante. Ça peut être de vérifier que l'autonomisation puis les plages horaires de nos systèmes, exemple d'éclairage, sont bien programmés pour nos besoins. On peut aussi penser à quoi? Je pense à... Il y a tellement de choses auxquelles on peut penser pour améliorer, dans le fond, l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant de penser aux petites actions qu'on peut faire. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes pour dans le fond, améliorer les systèmes, parce que dans plusieurs serres, il y a des systèmes, que ce soit en lien avec l'éclairage ou le chauffage. Mais par exemple, pour le chauffage, ou pour l'énergie, si on se sert de panneaux solaires, ça peut être intéressant de les nettoyer à chaque début de saison. Les gens avec qui j'ai parlé qui ont des panneaux solaires, je pense juste à mon père qui a un garage en Allemagne, puis il fonctionne avec des panneaux solaires en partie. Chaque printemps, il fait son nettoyage, il va sur son toit puis il nettoie ses panneaux solaires pour qu'ils soient plus performants. Beaucoup de gens qui ont des poêles, des chauffages au granule vont voir à faire l'entretien de ça sur une base régulière. Ont formé des employés pour ça. Donc, c'est important d'avoir des systèmes qui sont performants, efficaces. Donc, on pense à l'entretien de la bâtisse, mais on pense aussi à l'entretien de nos systèmes. Donc, c'est important. Puis aussi, c'est ça, on essaie peut-être de justifier notre consommation d'énergie, voir est-ce qu'on peut changer certaines pratiques culturelles, est-ce qu'on peut revoir certaines choses. Donc, ça va faire partie aussi peut-être de l'audit énergétique. Donc, on n'est pas juste en mode observation, mais de voir de quelle manière on peut faire des économies de différentes façons, consommer moins d'énergie. Il y a des endroits aussi, j'ai déjà vu des serres qui sont à peine utilisées, puis finalement, on a des serres qui sont chauffées à 19-20 degrés, puis qui sont éclairées en tout temps, puis c'est un peu dommage de voir ça, surtout quand il n'y a rien qui se passe pendant un bon laps de temps.
Donc, on peut voir être peut-être créatif puis se tourner vers d'autres avenues pour faire de la culture. Puis, il y a des endroits aussi qui ne sont pas comme des serres officiellement, mais qui sont des espaces qui sont chauffés, qui sont éclairés, puis qui peuvent servir de lieu de production. Donc, ça peut être des entrepôts, ça peut être des locaux, que ce soit en milieu urbain ou ailleurs, là, mais il y a toujours preuve de... Je veux dire, il y a toujours matière à faire preuve de créativité quand on fait de la culture à l'année ou de la production. Faut juste, je pense, avoir une bonne compréhension des enjeux. Puis, ce qui peut être intéressant de faire, c'est vraiment d'identifier c'est quoi nos besoins de la consommation d'énergie, voir vraiment c'est quoi le besoin des différents types de cultures. Puis, ça peut être intéressant de comprendre, ben, par exemple, la température moyenne pour tel ou tel type de plante, ça doit être ça, pour créer un environnement propice à sa croissance. Le temps d'éclairage, ça doit être ça ou ça. Donc, ça nous permet de voir c'est quoi nos besoins, par exemple, journaliers, de voir adapter nos systèmes en fonction de ces besoins-là, avoir un projet de serre qui correspond bien à nos besoins. Ou sinon, c'est de voir c'est quoi un peu les limitations du projet, puis de peut-être justement penser nos cultures en fonction de ça. Mais je veux dire, dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres intéressants à considérer avant de se lancer dans de la culture en serre. On se rend compte qu'il fait quand même 25 degrés et plus dans la serre. Donc, c'est des serres qui sont quand même chauffées. Donc, c'est important de vérifier à l'efficacité énergétique des bâtiments. La demande en chauffage est très importante. Donc, on regarde l'état des portes. Est-ce que les seuils de porte sont en bon état? Les coffres sur les pourtours également. On va regarder aussi les revêtements, le toit. Supposons que c'est du polyéthylène, bien, il faut éventuellement voir à le changer à peu près aux 4-5 ans. Sinon, on a les pourtours, la serre. L'intérieur, on peut avoir différentes zones chauffées à différentes températures, donc de les séparer. Avec des murs, des trucs en plastique en fait pour cantonner, isoler la température entre les différentes zones. On a toujours nos systèmes ici de chauffage comme ça qui vont être vraiment plus au pied des plantes. Ventilation au niveau du plafond pour permettre à l'air chaud de circuler, pour éviter d'avoir des pertes thermiques. Ici en haut, ce qui est caché, c'est les toiles thermiques. Donc, ça permet aussi d'emmagasiner la chaleur à l'intérieur par temps très froid. C'est important aussi de penser toujours à calfeutrer, s'assurer qu'il n'y ait pas de perte thermique. Calfeutrage est important. Donc, on voit les zones où c'est calfeutré. Généralement, c'est calfeutré où il y a des ponts thermiques, donc des zones où justement les matériaux sont différents ou les zones en coin. Donc, calfeutrage est facile, puis quand on voit qu'il commence à en manquer, on fait juste en ajouter. Les coupes-froids, ben, c'est la même chose. On a différents types de coupes-froids qui existent, que ce soit les balais de porte au pied des portes, ça peut être des seuils de porte métalliques aussi qu'on va installer auprès des portes pour l'étanchéité. Ça peut être également aussi des coupes-froids comme ça qu'on va placer sur le pourtour des portes. Ici, on est à l'extérieur. Il y a différents types de serres, de complexes de serres. On a les serres ici, comme ça, derrière moi, qui sont des types de serres qu'on appelle gothiques à cause du toit. Un genre de toit un peu de forme gothique. Donc, on voit que c'est un revêtement qui est en polycarbonate. Donc, le polycarbonate, c'est intéressant parce que ça dure plus longtemps que le polyéthylène qu'on va voir souvent, polyéthylène doublé. Donc, si on regarde ici comme ça, on a le polycarbonate. Donc, c'est un matériel de différentes épaisseurs. Donc, c'est sûr qu'il faut en faire un entretien régulièrement, le laver pour permettre à la lumière du soleil de mieux rentrer. Donc, chaque revêtement, sa propre réalité. Je vais faire un peu le tour. Donc là, ici, on est dans la zone où on a les tunnels froids. Donc, les tunnels froids sont généralement plus bas. Ne sont pas nécessairement chauffés. Et puis, c'est des espaces où on fait des cultures qui sont moins exigeantes. Donc, moins exigeantes en termes de chaleur. OK? Puis ça grimpe moins haut, généralement aussi les plantes. Donc, en fait,
Il y a toujours moyen de faire l'amélioration de l'efficacité énergétique des serres. Donc, soit qu'on va penser d'abord à un projet déjà qui est plus éco-énergétique comme une serre solaire passive, où on va avoir justement, on va éviter les pertes thermiques par les murs, par les ponts thermiques aussi, qui est comme les jonctions entre les murs par exemple, ou les changements de type de matériaux. Euh, donc, on va vraiment voir à avoir une meilleure isolation. On va avoir des masses thermiques dans la serre. Ça peut être, par exemple, un plancher de béton. Ça peut être un mur noir du côté nord. Ça peut être également des barils. Donc, on va vouloir emmagasiner la chaleur le jour pour être capable qu'elle se redistribue le soir lorsqu'il y a une grosse différence de température entre l'intérieur de la serre et l'extérieur, surtout par temps froid. Souvent, on va avoir une fenestration quand même réduite pour éviter justement les pertes thermiques. Donc, on va avoir également aussi la fenestration qui est anglée. Et puis, on va avoir aussi du côté nord, là, souvent des haies brise-vent. Donc, l'aménagement va être pensé en fonction justement de prévenir les vents dominants du nord. Également aussi, qu'est-ce qu'on va voir dans ces serres-là? Ben, on va s'assurer, dans le fond, d'avoir quand même une bonne ventilation. On peut avoir des ombrières à l'intérieur pour prévenir les surchauffes en hiver. Excusez-moi, les surchauffes en été. On peut avoir aussi des toiles thermiques pour prévenir les pertes thermiques. Donc, on va intégrer ça dans les serres. À part les serres qu'on voit souvent comme à l'ITAQ avec des revêtements là, en polycarbonate ou en polyéthylène, qui sont souvent des serres jumelées de type gothique. On s'intéresse aussi à des serres qui sont des serres solaires passives. Donc, elles sont conçues de manière à emmagasiner l'énergie solaire durant la journée pour la restituer par la suite le soir, quand il y a une bonne différence de température entre l'intérieur de la serre et l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évite de chauffer la serre avec des énergies fossiles polluantes. On économise l'argent quant à la consommation d'énergie qui est déjà réduite et on diminue la production de gaz à effet de serre, en fait, avec ce genre de serre-là. Mais bon, comment ça marche, en fait, les serres solaires passives? C'est qu'on a tout d'abord une serre qui va être avec une orientation plein sud au niveau de la fenestration. La portion là, la plus longue de la serre va être, et fenestrée va être plein sud. On a également une bonne isolation généralement dans la serre, donc ça peut être différents types de matériaux isolants. Ça pourrait être par exemple isolé avec du chanvre. On a généralement une bonne étanchéité. On a une fenestration qui est bien répartie, mais qui n'est pas sur toute la surface de la serre. Donc vraiment le côté nord, lui, va être sans fenêtre. Côté est-ouest, généralement, la fenestration, elle est diminuée. On va avoir nos portes par là, par contre. On va également aussi avoir parfois des fenêtres qui vont s'ouvrir à l'aide de pistons avec gaz comprimé. Donc, une fois qu'il fait chaud dans la serre, les trappes des fenêtres s'ouvrent et puis quand il fait un peu plus frais dans la serre, les trappes se referment grâce à ces pistons-là. Donc, encore une fois, on n'a pas de consommation d'énergie vraiment. On a aussi, dans le fond, conception de l'espace intérieur qui est adapté. Donc, on peut avoir parfois des barils dans le fond de la serre. Il va y avoir un espace près du mur nord. Donc, les contenants d'eau vont être au fond. Eux vont servir de masse thermique. Donc, dans une serre solaire passive, on a une masse thermique qui va emprisonner la chaleur et puis qui va la répartir éventuellement. Donc, les masses thermiques, ça pourrait être différentes choses. Ça pourrait être du béton, ça pourrait être de la terre crue, ça peut être vraiment différents types de matériaux. Ça pourrait être aussi une surface peinturée en noir. Et puis, ce qui est intéressant de penser, c'est que ces différentes masses thermiques-là, ces différents matériaux-là, ont une capacité à retenir la chaleur, donc des kilojoules par mètre cube. Par exemple, si on pense au béton, c'est 2100 kilojoules par mètre cube. La terre crue, ça serait 1700. Donc, si on regarde l'image ici, on a
un plan de serre solaire passive sur lequel en fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet-là durant ma maîtrise. Et puis, on doit le plan à mon ancien collègue, M. Vincent Grenier, qui est ingénieur. Et puis, on était une équipe multidisciplinaire à travailler sur ce projet-là. Donc, c'est une serre solaire passive, mais à laquelle on a eu envie d'ajouter des systèmes mécaniques. Mais c'est ça, c'est une serre isolée, fenestration réduite avec masse thermique. Et le côté nord était complètement incrusté, si on veut, dans une butte de terre. Donc, vraiment, c'était très bien isolé. Puis, on avait pensé à un aménagement où on avait certains végétaux grimpants en avant pour servir là, de zone où on peut avoir de l'ombre en été. Et puis, c'est ça, on avait essayé d'aborder là, vraiment les différentes caractéristiques du solaire passif pour ce projet-là. Sinon, pour les autres photos, on voit c'est l'intérieur de la serre Karine. Donc, le projet que je parlais, serre éducative en Ontario que j'ai visité. Donc, on a des masses thermiques. En fait, c'est nos barils qui contiennent de l'eau. On a également aussi des ombrières pour empêcher la surchauffe dans la serre. La serre est isolée grâce au chanvre. Donc, c'est vraiment un beau projet de serre solaire passive, mais encore une fois, on a intégré quand même certaines technologies, là, donc des énergies renouvelables pour que le projet puisse être intéressant. Et puis c'est ça, il y a toujours matière à se tourner quand même dans les projets de serre vers des énergies renouvelables. On n'est pas obligé de juste se tourner vers les énergies fossiles, comme on voit dans la plupart des complexes de serre. Qui sont alimentés soit au mazout, au gaz naturel ou bien au propane. Donc, il y a quand même d'autres façons de chauffer. Juste pour en parler rapidement, on a la géothermie qui permet d'aller chercher énergie à même la chaleur à même le sol. Donc, on va avoir des puits, soit verticaux ou horizontaux, qui vont capter la chaleur à même le sol. La géothermie, c'est intéressant. On peut s'en servir là, dans le cadre de projets de plus grosse envergure, mais aussi de projets plus petits, comme je fais un retour sur la serre Karine. Eux se sont servis de la géothermie pour rafraîchir la serre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que comme on sait que la température est plutôt constante dans la Terre, on parle d'environ 12 degrés Celsius à partir de environ une profondeur de 5 pieds ou plus. Bon, ce qu'on a décidé de faire dans le cadre de ce projet-là, c'est de creuser 2 trous à environ 6 pieds de profondeur, donc aux 2 bouts de la serre, et puis de faire passer 4 tuyaux de 4 pouces de diamètre. Donc, les tuyaux font des grandes boucles sur un plan horizontal sous la terre devant la serre. Donc, c'est un puits de captation qui est plus horizontal. Et puis, il y a des petits ventilateurs dans les tuyaux qui font circuler l'air chaud. Qui font circuler l'air. Donc, voilà. Eux, c'était leur façon de se servir de la géothermie pour climatiser la serre de manière plus écolo. Juste pour faire un petit point rapidement sur, dans le fond, la bioénergie forestière ou biomasse forestière. C'est constitué généralement des différentes parties de l'arbre, le tronc, l'écorce, les branches, etc. Et puis, c'est possible de convertir cette biomasse-là en biocombustible. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que on peut le brûler pour produire de l'énergie. Donc, il y a plusieurs complexes de serres qui vont se servir de ça. Donc, des gros joueurs, je pense au Serre-le-Fort, mais ça peut être également des plus petits joueurs, comme par exemple les Jardins de la Terre à Saint-Césaire. Donc, généralement, c'est un système qui est très efficace, qui est une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre comparativement aux énergies fossiles qu'on pourrait se servir dans les serres. Et puis, on peut le combiner à une autre énergie comme l'hydroélectricité. Donc, on a un chauffage bi-énergie. Et c'est vraiment quand même quelque chose qu'on se rend compte qui est quand même relativement abordable et efficace.
c'est pas mal ça qui termine la formation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris des choses, que ça va vous avoir intéressé. Il y aurait eu beaucoup de sujets qu'on aurait pu approfondir davantage, mais ça va vite quand même rapidement. Là, je veux dire, ça va vite en 45 minutes à peine. C'est sûr qu'on peut gratter plus chaque sujet. L'éclairage, c'est un sujet en soi. Le chauffage, c'est un sujet en soi. Optimiser la production dans une serre aussi. Moi, je voulais plus vous donner une idée globale. Puis, bon, on est tous des gens avec différents backgrounds, expériences, connaissances, différents groupes d'âge aussi. Donc, c'était d'essayer d'intéresser tout le monde en montrant un peu qu'il y a différentes choses à prendre en considération pour des projets de serre, pour l'agriculture durable. Mais, en somme, ce que je vous dirais, c'est que ça peut être intéressant de penser à encourager l'agriculture locale, encourager les gens qui se donnent la peine pour avoir un impact positif sur leur environnement, qui font attention à leur production. Donc, de regarder peut-être l'analyse de cycle de vie d'un produit avant de l'acheter. D'encourager les initiatives innovantes aussi également. Puis, c'est ça, de penser avant de consommer. Donc, voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis, je vous souhaite une bonne journée.